My prediction is in less than 20 years, working will be optional. Working at all will be optional, like a hobby. And that would be because of increased productivity, meaning people do not have to work? Obviously, people can play this back in 20 years and say, look, Elon made this ridiculous prediction and it's not true. But I think it will turn out to be true that in less than 20 years, that maybe even as little as, 10 or 15 years, the advancements in AI and robotics will bring us to the point where working is optional. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, voire un peu provocateur, surtout venant de moi. Ne vends surtout pas ton immobilier. Pas maintenant, pas dans les années qui viennent. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ce que je vois venir me préoccupe. Et ce n'est pas une intuition floue. Je travaille moi-même dans l'intelligence artificielle avec Nawayste, dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est une IA qui gère ton Airbnb à ta place. Je suis donc littéralement au cœur de cette révolution. Je la vois de l'intérieur. Et je te le dis franchement, l'IA, c'est extraordinaire, c'est inévitable, c'est fascinant, mais justement, parce que je l'observe tous les jours, parce que je vois son rythme démentiel, je ne peux pas faire semblant de ne pas voir aussi ce qu'elle va bouleverser. Et ce qu'elle va bouleverser, c'est absolument tout. Les emplois, les entreprises, les industries, l'éducation, nos enfants, la manière dont la société fonctionne, même la manière dont l'argent circule. Qui va payer les gens si plus personne ne travaille ? Comment va-t-on vivre ? Et qu'est-ce qui va vraiment garder de la valeur dans un monde où l'IA fait tout mieux, plus vite, sans jamais se fatiguer ? Ce sont ces questions qui m'ont amené à réfléchir différemment et à voir qu'au milieu de tout ce qui peut être dématérialisé, copié, automatisé, certaines choses, elles, resteront fondamentales. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Elle écrit des textes, code des programmes, résume des documents juridiques, répond à des clients, génère des visuels, analyse des IRM. Elle fait en quelques secondes ce que des humains mettent des heures à produire. Et ce n'est que le début. Des entreprises comme Klarna ont déjà supprimé 40% de leurs effectifs dans certaines équipes grâce à l'automatisation par l'IA. Dario Amodei, l'un des pionniers de l'IA et CEO d'Anthropic, estime que la moitié des emplois de bureau pourraient disparaître d'ici 5 ans. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est maintenant. Et la question, c'est plus seulement est-ce que ton métier va disparaître, mais plutôt combien de temps as-tu avant que ta tâche soit mieux faite par une machine ? Même des professions très qualifiées sont concernées. Des cabinets d'avocats hésitent à recruter des juniors parce que l'IA rédige déjà des notes juridiques de meilleure qualité. Et si on ne recrute plus de juniors, qui deviendra senior dans 10 ans ? Comment ce junior va rembourser son crédit étudiant ? Est-ce qu'il va devoir pivoter vers un autre métier ? Que devient la transmission des savoirs ? On risque une société où seuls les ultra-experts subsistent, assistés d'IA, pendant qu'une majorité peine à trouver une utilité économique. Et au niveau mondial, c'est encore plus flagrant. Des pays comme les Philippines ou l'Inde, qui vivent en partie du support client ou de la saisie de données, pourraient perdre des millions d'emplois externalisés. Est-ce que les entreprises américaines de l'IA vont financer la sécurité sociale à Manille ou à Mumbai ? Évidemment non. L'IA est une lame de fond. Elle crée de l'abondance, oui, mais elle distribue très mal la valeur. Et elle pose une question simple mais brutale. Si plus personne ne travaille, qui va payer ? Et surtout, à qui ira la richesse produite ? Je ne suis pas technophobe, j'adore l'IA, je suis plongé dans la tech depuis que j'ai commencé à travailler. Je vois l'IA comme une opportunité incroyable. Mais je crois qu'il est urgent d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive et d'en parler franchement. Alors concrètement, à quoi pourrait ressembler ce futur dominé par l'IA ? On peut déjà dessiner 3 étapes à 5, 10 et 20 ans. Dans 5 ans, l'automatisation va s'intensifier dans les entreprises. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est en cours. Un quart des entreprises qui utilisent l'IA ralentissent déjà les embauches. D'autres, comme dans le secteur bancaire ou encore les assurances, restructurent totalement leurs équipes internes. On parle d'IA générative dans les ressources humaines, le juridique, la relation client, des départements
entiers peuvent fonctionner avec 2 fois moins de personnel aujourd'hui. Les experts anticipent un choc sur l'emploi, notamment dans les métiers de bureau. Le chômage technologique pourrait monter à 10, 15, voire 20% dans certains secteurs. Et cela concerne aussi les jeunes diplômés. Pourquoi recruter un junior quand une IA fait le même travail sans pause café ni formation ? Dans 10 ans, le monde du travail aura changé en profondeur. Des millions de personnes seront sorties du système sans métier stable, sans rôle clair dans l'économie. On verra peut-être émerger une nouvelle classe, celle des inutiles économiques. Mais pas parce qu'elles n'ont pas de valeur humaine, bien sûr, mais parce que le marché ne les valorise plus. C'est une idée terrible, mais c'est une réalité qu'il faut regarder en face. Et que se passe-t-il quand une partie massive de la population ne peut plus subvenir à ses besoins ? Eh bien, on commence à parler sérieusement de revenus universels. D'ailleurs, des figures majeures comme Sam Altman ou Elon Musk le soutiennent déjà. Et certains pays testent des prototypes. Mais ce revenu universel, qui va le payer ? Les États, alors qu'il n'y a plus de travail qui permet de renflouer les caisses, les sociétés privées de l'IA, mais dans ce cas, souhaite-t-on vraiment leur donner ce pouvoir ? Une nouvelle taxation que les États imposeraient aux sociétés qui font tourner l'intelligence artificielle. À 20 ans, les projections deviennent vertigineuses. Si l'IA atteint ou dépasse l'intelligence humaine dans presque tous les domaines, on pourrait se retrouver dans une société où le travail humain n'est plus nécessaire à grande échelle. Certains parlent de société post-travail. D'autres, plus pessimistes, imaginent une société dominée par une élite technologique qui détient les intelligences artificielles, les données et la richesse. Et le reste de la population dépend d'allocations ou de micro-jobs. Autrement dit, on pourrait avoir une abondance matérielle extraordinaire, mais une fracture sociale encore jamais vue. Et dans ces conditions, il faudra se demander comment garantir que chacun vive dignement dans un monde où le travail n'est plus le centre de tout. Ces 3 horizons ne sont pas des certitudes, mais ce sont des scénarios très sérieusement envisagés par les plus grands experts aujourd'hui. Et il vaut mieux les anticiper que les subir. L'autre grande question, c'est à qui appartient l'IA ? Qui gouverne ce futur ? Parce que si demain l'IA remplace la majorité des métiers, automatise les processus, gère la production de valeur, alors celui qui possède l'IA possède le pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont surtout quelques grandes entreprises privées basées aux États-Unis ou en Chine qui détiennent cette puissance. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Meta d'un côté, DeepSeek, Baidu, Tencent, Alibaba ou Huawei de l'autre, ces géants technologiques investissent des milliards chaque année dans des modèles toujours plus puissants. Ils captent l'essentiel des données. Ils maîtrisent les infrastructures, les supercalculateurs, les talents. Ils sont en train de créer un fossé technologique difficile à combler. Et ce n'est pas juste une guerre économique, c'est un changement d'équilibre mondial. Dans certains pays, on commence à poser une question dérangeante. Est-ce que l'État va devenir dépendant de ces entreprises privées pour fonctionner ? C'est déjà un peu le cas. Certains gouvernements passent des contrats avec Microsoft ou Amazon pour leur cloud, leur cybersécurité, leurs outils IA. Et demain alors, pour leur éducation, leur santé ou leur police, la concentration du pouvoir dans les mains d'un petit groupe de sociétés qui ne sont élus par personne soulève un énorme problème démocratique. D'autant plus que ces entreprises ne sont pas neutres. Elles ont des intérêts commerciaux. Elles ont les moyens de peser sur la politique. Alors comment on réagit à tout ça ? Eh bien, certains États tentent de reprendre la main. L'Union européenne, par exemple, a lancé l'IA Act, une tentative de régulation ambitieuse qui classe les IA selon le niveau de risque. D'autres pays parlent de taxer les robots, de réguler les modèles, de garantir une IA éthique, transparente, auditable. Alors, est-ce que l'IA devrait être au même niveau que les armes de guerre, par exemple, c'est-à-dire des moyens qui sont réservés uniquement aux États ? La réalité, c'est que la course est déjà lancée et ceux qui prennent trop de temps risquent d'être dépendants des gagnants. C'est pourquoi chaque pays cherche maintenant à créer sa propre IA ou du moins à ne pas dépendre totalement de l'extérieur. La souveraineté numérique devient une priorité géopolitique comme l'armée par exemple. On pourrait donc voir émerger plusieurs blocs technologiques, les IA américaines, les IA chinoises et les IA européennes, avec des visions du monde différentes, des valeurs différentes. Dans ce nouveau monde, la question devient, est-ce qu'on peut encore imposer des règles communes ? Ou est-ce que chacun va faire cavalier seul ?
Et surtout, est-ce que les citoyens, les États, les démocraties auront encore le pouvoir de peser face à ces titans privés de l'IA? Ou est-ce qu'on entre dans une ère où ceux qui détiennent l'intelligence détiennent tout? Tout ça peut paraître vertigineux, voire inquiétant, mais il y a une chose essentielle à comprendre. Dans un monde où tout devient virtuel, tout ne peut pas être virtualisé. C'est là qu'on revient à des fondamentaux. Ce qui est rare, ce qui est nécessaire, ce qui est tangible, garde de la valeur. Peut-être même plus que jamais en fait. Dans un futur où l'IA peut générer à l'infini des contenus, des images, des musiques, des services automatisés, les actifs physiques, eux, restent limités. Un terrain, c'est un terrain. On ne peut pas en générer 10 000 en un seul clic. Un appartement, c'est un lieu dans l'espace, une localisation, une structure physique. Ce n'est pas duplicable. Les humains, les vrais, auront toujours besoin de se loger pour vivre. Donc l'immobilier semble être une ressource qui aura encore plus de valeur dans un monde dominé par des machines. C'est pour ça que les ultra riches, les insiders, ceux qui pourtant sont justement au cœur de la révolution IA, achètent en ce moment massivement de l'immobilier. Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, les fondateurs de Google, ils diversifient tous en achetant des terres, des maisons, des matières premières, de l'or, des terres agricoles, et ce n'est pas un hasard. Bill Gates possède aujourd'hui 980 km² de terres agricoles aux États-Unis. Cela fait de lui le plus grand propriétaire privé de terres agricoles dans le pays. Pour comparaison, cela représente près de 2 fois la superficie de New York ou encore plus que la ville de Berlin. Certes, il s'intéresse à l'innovation dans l'agriculture durable, mais difficile de ne pas y voir également un placement stratégique à long terme dans des actifs tangibles. Tu pourrais aussi te dire que c'est mieux de vendre l'immobilier aujourd'hui et d'investir en bourse dans le S&P 500 par exemple. Mais aujourd'hui, tout le monde anticipe un crack comme on n'en a jamais vu dans l'histoire car l'IA ne génère pas aujourd'hui de revenus à la hauteur des montants colossaux investis. Et même si tu décides de te concentrer uniquement sur les sociétés fortement boostées par l'IA, rien ne dit que les États ne vont pas les réguler à l'avenir et que donc leur cours en bourse peut chuter. Parce que dans un monde instable, ce sont les actifs tangibles qui offrent une sécurité, une protection contre la volatilité, une ancre dans le réel. Et c'est là que je reviens à mon point de départ. Ne vends surtout pas ton immobilier. Dans un monde qui pourrait voir les entreprises disparaître, les métiers se réinventer, la monnaie se transformer, se dévaluer, et il est vital de conserver ce qui a une existence physique, une rareté structurelle. L'immobilier, bien sûr, mais aussi les terres agricoles, les forêts, les matières premières. Ce sont les nouveaux refuges. Et ce n'est pas une fuite vers le passé, c'est une adaptation au futur. Un futur où l'immatériel devient surabondant et où la rareté revient aux choses simples, essentielles, concrètes. Alors pose-toi la question, dans 10 ans, qu'est-ce qui aura encore de la valeur? Un compte Instagram avec 1 million d'abonnés? Peut-être. Ou peut-être qu'il sera remplacé par une IA qui crée mieux, plus vite, sans dormir. Mais une maison, une ferme, un lopin de terre dans une zone en croissance, ça restera toujours utile. Et plus les incertitudes augmentent, plus ces actifs-là deviennent précieux. Donc oui, je suis dans l'IA, je crois en son potentiel, mais je crois aussi à la nécessité de garder un ancrage dans le réel, et ça, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ne vends pas ton immobilier, sois lucide, sois stratégique, l'avenir appartient à ceux qui comprennent les ruptures, mais qui savent aussi ce qui résiste à toutes les vagues technologiques, et surtout savent que les placements, ça se construit sur 20 ans, pas sur 1 an. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me soutenir en mettant par exemple un pouce ou en continuant le débat dans les commentaires, et ça peut être très intéressant d'ailleurs sur cette thématique, ou bien sûr de t'abonner et d'activer la fameuse cloche des notifications. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.